Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. On vient d'entendre Emmanuel Macron. C'était lundi 22 septembre à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président français a annoncé la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par la France. Une déclaration aussitôt présentée comme historique et qui s'inscrit dans un mouvement diplomatique plus large. La veille, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, le Portugal avaient franchi le pas. Et le même jour que la France, la Belgique, le Luxembourg, Malte et Andorre ont suivi le mouvement. Ces prises de position interviennent dans le cadre d'un sommet consacré à l'avenir de la solution à deux États, un sommet coprésidé par la France et l'Arabie saoudite. Mais au-delà du symbole et de l'effet d'annonce, une question demeure: que peut réellement apporter de neuf cette reconnaissance diplomatique ? Quelle dynamique peut-elle créer pour une paix longtemps attendue dans ce conflit historique ? Et quelle est la signification politique de ce mouvement de reconnaissance en chaîne par plusieurs pays occidentaux ? Pour en parler, je suis avec Ariane Bonzon, journaliste indépendante. Bonjour Ariane. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Turquie et du Proche-Orient. Vous avez couvert cette zone pendant 30 ans et vous avez notamment été correspondante en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Alors, Ariane Bonzon, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous nous donniez votre analyse du discours d'Emmanuel Macron à l'ONU. Comment est-ce que vous l'interprétez ? Qu'est-ce qu'il faut en retenir selon vous ? Alors, c'était d'abord un discours inspiré. On a pu parler du moment Macron 2025 en comparant avec le moment Villepin en 2003. Vous vous rappelez, quand dans la salle du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Villepin s'était opposé à la guerre en Irak. En revanche, c'était un discours très Macron, c'est-à-dire assez long et très riche. Je crois qu'il y a trois éléments importants. D'abord, un élément historique, moral et politique. Sur le plan historique, Macron s'est bien inscrit dans la continuité du plan de partage de 1947 où les Nations Unies avaient déterminé, si vous voulez, un État d'Israël et un État arabe. État arabe qui avait été refusé par les pays arabes et qui a conduit, donc ce refus a conduit à 3 guerres en 48, 67, 73, chaque fois remportées par Israël. En 67, Israël a occupé ces territoires palestiniens dont on parle aujourd'hui et Jérusalem-Est, ce qui a conduit les Nations Unies à voter une résolution de 142 demandant à Israël de se retirer des territoires palestiniens occupés. Et cette résolution a été renforcée par une autre résolution après la guerre de 73, la résolution 338, où de nouveau les Nations Unies demandaient à Israël de se retirer de ces territoires palestiniens occupés. Or, Israël ne s'est pas retiré et ces résolutions n'ont pas été appliquées et on peut dire que donc il y a eu une certaine impunité. Donc Emmanuel Macron, en rappelant tout ça, enfin rappelant que c'est en 47 que tout a commencé, c'est-à-dire qu'à 80 ans, il implique, si vous voulez, la responsabilité collective des Nations Unies. Donc ça, c'est l'élément historique et c'est très important. Il y a un élément moral. Il répète, le temps est venu, il est urgent. Donc ça, cet élément moral, on comprend bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il y a des massacres, il y a maintenant une annexion rampante de la Cisjordanie, il y a eu plus de 60 000 morts, sans doute encore plus que si on compte les personnes qu'on n'a pas retrouvées. Donc effectivement, une exigence morale, l'urgence. Le dernier point, c'est la dimension politique, qu'il évoque très tôt dans son discours. En gros, il évoque un plan en deux temps, libération des otages, cessez-le-feu, puis une autorité palestinienne réformée et des élections. Il répète et répète que, sans doute pour rassurer Israël, pour montrer, si vous voulez, sa bonne volonté, que la Hamas doit être exclue et doit quitter Gaza, en fait. Donc, ce qui est important là, on voit, c'est qu'il y a à la fois un projet et un mouvement. Il y a une dynamique. Alors, on va voir si ça réussit, mais c'est un pari, évidemment, mais il y a une dynamique. Il ne parle pas de sanctions, même si on sent qu'en filigrane, elle existe, qu'il y a quand même une épée de Damoclès, mais il n'en parle pas très clair. Alors, pour finir, si vous voulez, on voit bien Macron, le disrupteur qu'il est en politique étrangère, c'est sa marque de fabrique.
il fait des coups. Il faut quand même dire qu'il n'en a pas réussi beaucoup en politique étrangère. C'est donc un nouveau pari risqué. Le seul avantage, c'est qu'il n'est pas seul. Il y a des pays arabes, il y a une partie de l'Union européenne. Et ça, c'est très important pour la réussite, mais c'est quand même un pari risqué. Oui, il n'est pas seul parce que ce sont désormais, avec cette nouvelle vague, 158 pays qui reconnaissent l'État de Palestine. Ça représente 80% des pays membres de l'ONU, donc ça commence à peser quand même. Mais bien sûr, il faut rappeler qu'avant cette vague de pays principalement occidentaux, de nombreuses nations reconnaissaient déjà la Palestine depuis un certain temps, certaines depuis des décennies, en grande majorité au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et dans l'ex-bloc soviétique. L'Europe, elle est restée longtemps réticente et divisée même sur cette question. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Ariane Bonzon? Absolument. Le premier pays européen plutôt qui est reconnu, c'est en 2014 la Suède. Et après, il a fallu attendre 2024, la Norvège, l'Espagne, l'Irlande et enfin 2025, le Portugal, Luxembourg, Malte et les Royaumes-Unis. Alors, actuellement, nous avons 16 États sur 27, donc 60% à mettre en comparaison avec les 80% des pays des Nations Unies qui reconnaissent. 60% d'États européens, de l'Union européenne. Le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Union européenne depuis 2020, et c'est très important, a changé de position. Ils avaient une position un peu raide jusqu'à récemment, et vraiment là, ils ont décidé effectivement de reconnaître, et c'est très important. Pourquoi? Parce que comme la France, les Royaumes-Unis fait partie des 5 du Conseil des Nations Unies, ce qui fait que les 5 pays des Conseils des Nations Unies, c'est la Russie, la Chine, les États-Unis et la France et les Royaumes-Unis, ce qui fait qu'il n'y a plus que les États-Unis dans le Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'ont pas reconnu. Et ça, c'est très important. Et donc, la France ayant cette position, ça rend très important, effectivement, sa position. Alors, bon, on va pas revenir sur 88, Mitterrand, qui pousse Arafat à proclamer l'État palestinien, c'est-à-dire en vérité à reconnaître Israël. On va pas revenir sur 93, où effectivement, dans les accords d'Oslo, Arafat reconnaît de nouveau Israël. Il faut savoir qu'il y a 28 à 30 pays aujourd'hui qui ne reconnaissent toujours pas Israël. La raison de la réticence de la France, c'est des raisons sécuritaires. Il y a l'idée, et c'est pas que pour la France, que Israël, c'est notre position sécuritaire avancée au Proche-Orient, en particulier pour les États-Unis, évidemment, mais pour l'Union européenne aussi. Il y a aussi cette idée que cette culpabilité de la Shoah, c'est toujours la même chose, c'est quand même une histoire européenne, la Shoah, et Allemagne. On voit que l'Allemagne n'a pas reconnu l'État palestinien, et ce n'est pas pour rien, c'est bien parce qu'il y a toujours cette idée qu'au fond, on a une responsabilité à cause de la Shoah, donc on doit être unanimement, en tout cas, on doit être du côté d'Israël avant tout. Et puis, côté français, il y a un glissement du gaullisme. Le gaullisme, avec Villepin, était plutôt pas anti-israélien, mais avait plutôt une politique très arabe. Et aujourd'hui, le gaullisme est plus pro-israélien que pro-arabe. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que certes, cette réticence européenne et française a été levée d'une certaine manière, et ça a été levé à cause essentiellement, je pense, de l'annexion de la Cisjordanie, rampante, de plus en plus importante depuis 2023, qui existe depuis longtemps, on va y revenir, et qui fait qu'on se disait qu'il n'y aurait plus rien, plus de terre, plus rien pour faire un État. Enfin, et c'est le dernier point, quelle est l'arme propre à l'Union européenne vis-à-vis d'Israël pour faire pression? Eh bien, il y a un accord d'association entre l'Union européenne et Israël, et en particulier le volet économique pourrait donner lieu à des sanctions. On en parle, mais encore très mezzo-voce, en particulier parce qu'il y a un article 2 de cet accord d'association qui fait mention du respect des droits de l'homme qui est nécessaire pour cet accord d'association. Et pour, par exemple, mettre en œuvre ce volet de sanctions, est-ce que c'est un préalable essentiel qu'il y ait une reconnaissance de l'État palestinien? Je veux dire par là, concrètement, à quoi est-ce que ça sert, finalement, une reconnaissance officielle d'un État? Qu'est-ce que c'est que reconnaître un État? C'est dire, il y a un peuple, un gouvernement, un territoire. C'est-à-dire donner une légitimité internationale, juridique et politique, lui donner la possibilité d'établir des relations diplomatiques. On parle beaucoup de mettre des ambassades à Ramallah actuellement, donc d'avoir des relations aussi avec les organisations internationales. Ça lui permet d'avoir des accords économiques et ça le protège par le droit international, c'est-à-dire qu'on considère que c'est un État souverain. Alors évidemment, cette histoire de droit international, depuis quelques années quand même, il y a un certain nombre de pays qui s'assoient dessus.
Et malheureusement, ça sera effectivement un rapport de force qui l'emportera plus que le droit international pour la pérennité de l'État palestinien. Et c'est vrai que si Israël et les États-Unis n'y mettent pas du leur, le pari risque d'être perdu. Je le disais en introduction, Ariane Bonzon, cette séquence là diplomatique qui se passe à l'ONU, elle s'intègre dans le cadre d'un sommet sur la solution à 2 États sur le territoire, État israélien, État palestinien, État arabe. On a l'impression aujourd'hui, là, fin septembre, que c'est un progrès, mais pourtant cette solution à 2 États, on en entend parler depuis très longtemps et elle semblait presque plus évidente, plus coulée de source, si j'ose dire, il y a 10-15 ans qu'aujourd'hui. Absolument. Alors pourquoi? C'est toute l'affaire des colonies. C'est-à-dire que le territoire est grignoté, il ne ressemble plus qu'à une peau de léopard, ce qui n'était pas encore le cas il y a ne serait-ce qu'au moment des accords d'Oslo, en 93. Actuellement, il y a 156 colonies, il y a 700 000 colons. En gros, près de 50% de la Cisjordanie, on ne parle même pas de Gaza, parce que Gaza, il n'y a plus de colonies. Mais de la Cisjordanie est occupée par des colonies israéliennes, des colonies juives. Donc ça, c'est pas simplement un sentiment, c'est fact on the ground. C'est très compliqué maintenant d'avoir un État d'une intégrité territoriale, un État palestinien. C'est presque quasiment impossible. Alors, moi, je suis très pessimiste, il faut quand même que je le dise. Cela dit, il est vrai qu'il y a 2 possibilités. Je crois qu'il faut oublier l'idée d'un grand État palestinien où toutes les colonies seraient démantelées. Parce que l'explication d'Israël pour faire ces colonies, c'est de dire on fait une barrière de sécurité le long des 300 kilomètres de frontières qui nous séparent, si vous voulez, qui séparent l'Israël de ces territoires palestiniens. Effectivement, c'est des énormes blocs. Quand on y va, on voit ces énormes maisons, ces énormes immeubles qui forment effectivement des blocs. Alors, est-ce que ça permet de renforcer la sécurité? Ça, c'est une autre question. Mais enfin, bon, on voit ça. Donc là, il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est que on échange les territoires palestiniens où il y a ces colonies contre des territoires israéliens. Et quels territoires israéliens? Toujours des territoires frontaliers, mais où il y a une forte communauté arabe-israélienne. Vous savez qu'il y a 2 millions d'Arabes de Palestiniens qui vivent encore en Israël. Et ça, je peux vous dire, parce que j'ai fait une grosse enquête, un gros reportage là-bas, c'est la crainte, la peur d'un certain nombre d'Arabes israéliens qui vivent en Israël et qui n'ont aucune envie de rejoindre un État palestinien, même s'ils sont solidaires des Palestiniens. Donc, il y aurait un échange, ça a déjà été d'ailleurs proposé dans le passé. On garde nos territoires palestiniens où il y a des colonies, mais on vous donne des parties d'Israël où il y aurait ces Arabes israéliens. Ça, c'est une des premières hypothèses. La seconde hypothèse, c'est on va constituer une espèce de Bantoustan. Il n'y aura pas de continuité territoriale, il y aura des espèces de Bantoustan palestiniens. Alors là, on peut parler, Bantoustan, c'était le terme qu'on utilisait durant l'apartheid pour ces espèces de zones qu'on appelait parfois des États, mais qui n'avaient rien, justement, qui n'avaient pas de souveraineté étatique, qui n'avaient pas d'indépendance, qui étaient démilitarisés quasiment. Enfin, voilà. Et donc ça, ça serait des poches comme ça, quelques poches à Gaza, quelques poches en Cisjordanie, mais pas un État palestinien. Donc c'est pour ça, par rapport à il y a 15 ans, 20 ans, et c'est aussi pour ça que Emmanuel Macron parle d'urgence, c'est-à-dire que bientôt, tout le monde disait, il n'y aura plus rien à négocier pour un État palestinien tant la colonisation s'est multipliée et s'est accélérée, surtout en fait depuis le 7 octobre aussi. Il faut savoir que, en fait, quand il y a eu le processus d'Oslo, il y a eu une occasion manquée par Yitzhak Rabin qui marque sans doute l'échec du processus d'Oslo. Et c'était en 94. On est un tout petit nombre d'observateurs et d'analystes à le dire, peut-être parce qu'on était sur le terrain. À ce moment-là, Baruch Goldstein, qui est un colon juif extrémiste de droite, va faire un massacre dans le caveau du patriarche à Hébron. Il va tuer comme ça 27 Palestiniens ou 29 Palestiniens qui faisaient leur prière. Et à ce moment-là, Yitzhak Rabin, qui était Premier ministre et qui négociait avec les Palestiniens les accords d'Oslo, aurait dû démanteler un certain nombre de ces colonies extrémistes de droite. Et là, il y aurait eu quelque chose, il y aurait eu une bascule. Or, il ne l'a pas fait. Il a laissé les colonies grandir. Il a d'ailleurs été victime de cette extrême droite puisqu'il a été assassiné fin 1995. Et c'est à ce moment-là que quelque chose se jouait et peut-être qui aurait permis ou empêché, si vous voulez, cette expansion des colonies et surtout cette expansion de l'extrême droite israélienne face à, évidemment, à l'extrême, enfin, les mouvements islamistes
qui usent tous aussi de la terreur vis-à-vis des Israéliens. Est-ce que Benyamin Netanyahou est ouvert à l'une ou l'autre des options que vous présentiez ? Lui, son discours, c'est de dire pas d'État palestinien. Voilà. Alors, comment il va faire ? Parce qu'on a quand même à peu près autant de Palestiniens que d'Israéliens dans cette configuration. Donc, lui, il veut un État de, ce qu'on dit, la mer au Jourdain, c'est-à-dire, alors, l'autre hypothèse, c'est un État binational, où les Palestiniens seraient pas minoritaires, puisqu'ils sont assez nombreux, mais n'auraient pas les droits civiques, les droits à la propriété, les mêmes droits que les Israéliens. C'est-à-dire que ça serait plus un État juif, de facto, puisque nous avons une population musulmane et chrétienne arabe et une population juive à égalité. Donc ça non plus, ils ne le veulent pas. Donc on voit pas très bien ce qui risque de passer. L'expulsion des Palestiniens, où ils iraient, et puis c'est pas 500 000, c'est pas 300 000, c'est quand même autour de 5-6 millions. Donc là, voilà, pour l'instant, il dit pas d'État palestinien, mais quoi alors ? Benyamin Netanyahou dit pas d'État palestinien. Il dit aussi cette reconnaissance par la France et par d'autres pays est un cadeau fait au Hamas. C'est aussi l'argument de personnes opposées, choquées même par cette reconnaissance par la France d'un État palestinien, dire que c'est une récompense tout à fait scandaleuse après les attentats d'octobre 2023. Emmanuel Macron, lui, il dit le contraire dans son discours. Il dit texto, cette reconnaissance de l'État de Palestine est une défaite pour le Hamas, comme pour tous ceux qui attisent la haine antisémite, etc. Qu'en est-il, selon vous, Ariane Bonzon ? Ceux qui disent que c'est un cadeau pour le Hamas connaissent bien mal le Hamas, parce que la reconnaissance de l'État palestinien, ça implique la reconnaissance d'Israël. Or, le Hamas ne veut pas d'Israël. Donc, c'est pas un cadeau, puisque on reconnaît l'État palestinien, c'est-à-dire qu'on reconnaît aussi Israël à côté. Alors, je vais mettre un tout petit bémol. En fait, le Hamas politique, je parle pas de l'aile militaire, mais le Hamas politique n'était pas homogène. Et pour des raisons tactiques, il y avait une aile du Hamas qui disait, bon, on reconnaît un État palestinien, on comprend qu'il faut un État palestinien, on fera un État palestinien et après on s'attaquera pour détruire Israël. Bon, je ferme la parenthèse, c'est quelque chose qu'on lit en filigrane dans la charte de 2017. D'ailleurs, j'avais fait un article pour Slate sur cette charte de 2017. Donc, ce n'est pas un cadeau Hamas, sauf s'il y a un échec du plan de paix. Et c'est là où on revient à ce rapport de force qu'il faut avoir avec Israël et les États-Unis d'une certaine manière. L'atout, c'est qu'on a le monde arabe et les pays du Golfe qui sont très proches, pour des raisons d'ailleurs de business aussi, avec les États-Unis. Je lisais une interview d'Ayalon, qui était le directeur de Mossad, enfin du service de renseignement israélien de 96 à 2000, et qui disait il ne peut y avoir qu'un médiateur arabe dans cette histoire-là. Et c'est de ce côté-là qu'on se tourne. Alors, il y a pas eu un grand silence, si vous voulez, des pays arabes. Ils ont mis beaucoup de temps à réagir. Mais là, c'est quelque chose qui va se jouer. Et j'ajoute une dernière chose, c'est-à-dire que s'il y a un échec, certes, le Hamas va devoir quitter Gaza, va être détruit. Enfin, je veux dire, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, détruit militairement, parce qu'il y en a toujours qui reviennent. Mais quand il y aura des élections, est-ce que vous croyez qu'il n'y aura pas un parti qui, sans s'appeler Hamas, reprendra un certain nombre des idées du Hamas, qui jouera le jeu des élections? En 2006, le Hamas a joué le jeu des élections d'une façon pas tout à fait démocratique. C'était d'ailleurs le président Erdogan qui les avait influencés, qui leur avait dit « présentez-vous aux élections ». Donc, le Hamas va entrer dans le jeu politique, va se présenter sous un autre nom, avec un programme un peu différent, mais il sera toujours là. Donc, il faut pas, voilà, c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui d'aller de l'avant, pas simplement dans la reconnaissance, mais dans ce plan de paix, dans cette application du plan de paix, parce que ça coupera l'herbe, effectivement, au Hamas. Sinon, ça n'est pas un cadeau du Hamas, mais le Hamas revivra de ses cendres. Eh bien, merci beaucoup, Ariane Bonzon, pour ces explications très claires et très précises. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante, spécialiste de la Turquie et du Proche-Orient. Merci, Ariane. Merci, Hélène. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Monde devant soi, en présence cette fois-ci de Jean-Marie Colombani et d'Alain Frachon. L'interview du Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Johanna Lalonde.